Bonsoir. Merci. C'est toujours un exercice un peu difficile, mais je dois dire que vous voir si nombreuses dans la salle me fait très chaud au cœur. Votre curiosité, votre présence, votre fidélité, ça nous donne l'énergie, l'envie de se jeter à corps perdu dans ces saisons qu'on construit pour vous. Parce qu'avant les génériques, je sais qu'à la fin, les génériques, tout le monde ne les regarde pas, donc je voudrais commencer par ça, en saluant et remerciant toutes celles et ceux grâce à qui ces saisons sont possibles, grâce à qui tous ces spectacles existent et qui vont les porter, faire en sorte qu'un jour vous puissiez les découvrir. Donc je voudrais saluer toute l'équipe du TNB, les directions, accueil, production, l'école, la technique, les services relations publiques, communication, le cinéma, la comptabilité et les intermittents et intermittentes qui travaillent avec nous à l'année et grâce à qui tout ça est possible. Donc je les remercie très chaleureusement. Et particulièrement ce soir... Pardon ? Monsieur, il ne faut pas éblouir les gens avec votre téléphone. Alors je vous présente debout. Levez-vous. Je vous présente Christophe Émile, notre directeur technique. Plus de 40 spectacles à préparer à l'année et qui... Pardon ? Bravo Christophe, et qui a une fâcheuse manie, c'est de documenter ce genre de moments et en particulier mes interventions. Il prépare un petit montage pour moi et pour m'humilier publiquement plus tard. Et donc, je vous demande un peu d'indulgence pour son flash. N'en profitez pas. Donc j'allais remercier plus particulièrement, vous m'avez fait perdre le fil, Bertrand, Mathieu, Ludivine et Renaud qui sont aux manettes ce soir pour la présentation de saison. Alors vous le savez sûrement, vous avez dû en entendre parler, et puis ce petit carton qui va arriver va vous le rappeler. Nous vivons une situation en ce moment très complexe et inédite, profondément préoccupante pour le secteur culturel public. Et si vous voulez bien, je vais juste prendre 3 minutes pour parler un petit peu de ce contexte avant de commencer, parce qu'il me semble très important. Les études pourtant sont formelles. La culture est un levier de développement économique, un facteur de lien social, un pilier de l'éducation citoyenne. Et pourtant, partout en France, les structures culturelles voient leurs subventions drastiquement diminuer, ce qui impacte directement notre capacité à créer et donc à embaucher, à accueillir, à former et à transmettre. Ce paradoxe est d'autant plus frappant qu'il n'y a jamais eu autant de spectateurs et de spectatrices dans les théâtres publics. Ce désengagement est un mauvais calcul, car investir dans la création, dans l'innovation, c'est investir dans l'avenir, c'est ouvrir des perspectives aux nouvelles générations. Ce que nous avons en France est unique au monde, un service public de la culture qui est le fruit d'un projet de solidarité, d'émancipation et de démocratie. Alors qu'autour de nous, la pensée et le langage se délitent et que nous sommes constamment exposés à un déferlement de paroles de haine et d'exclusion, où ce qui relève du délit devient de l'opinion, dans un brouillard de glissement de sens et d'abus de langage, le théâtre, la littérature, la poésie nous rappellent à quel point les arts, tous les arts et la beauté nous sont nécessaires pour rendre le monde habitable et accéder à notre humanité. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui va au-delà du secteur culturel. Ce qui m'inquiète, c'est le manque de considération globale pour ce qui fait société. Car la culture n'est pas un champ isolé, elle est liée à la santé, elle est liée à l'éducation, elle est liée à la justice. Et c'est cet ensemble qui rend notre quotidien vivable. Défendre ce service public, c'est défendre l'accès à l'art pour tous, c'est défendre la diversité des voix, c'est défendre la liberté de création. Parce que nous sommes là pour inventer, pour raconter, pour transmettre, pour faire société, c'est-à-dire défendre ce que l'humain a de plus puissant. La lutte que nous menons passe aussi par notre capacité à rendre visibles celles et ceux qui ne le sont pas assez et dont les récits et les parcours restent à la marge. Les théâtres sont les rares lieux aujourd'hui où trouver les clés de compréhension du monde et où les gens peuvent se retrouver unis autour d'un rêve commun et non d'un ennemi commun.
Alors ensemble, continuons de défendre la liberté de création, les moyens d'exercer nos métiers fragilisés au service de toutes et de tous, et l'ensemble des services publics qui rendent possible une société juste et éclairée, c'est-à-dire plus humaine. Malgré l'impact et des baisses de moyens, nous avons cependant fait le choix, en ce qui nous concerne, de rester fidèles à notre projet et à réduire, mais sans renoncer. Cette nouvelle saison, nous présentons malheureusement moins de spectacles, et ils joueront plus longtemps. Nous faisons le pari de longues séries dans cette salle, ce qui devient d'ailleurs de plus en plus rare en France. Il faut savoir que cette saison, il y a eu 50% de création en moins au niveau national, ce qui est énorme en termes d'impact sur les équipes artistiques, les équipes techniques, les intermittents et tous les gens impliqués dans le spectacle vivant. Dans la mesure de nos possibilités, nous poursuivons notre mission de Centre dramatique national, c'est-à-dire soutenir la création artistique, accueillir les artistes en résidence, porter notre soutien à la création, qu'elle soit locale ou internationale. Et par ailleurs, depuis mon arrivée, j'ai eu à cœur de partager la vie et les moyens du TNB avec une association d'artistes. Et c'est aujourd'hui 28 artistes associés dans toutes les disciplines du spectacle vivant qui constituent cette communauté créatrice et créative. En effet, la fidélité à un parcours artistique est essentielle dans l'évolution d'un artiste. Pouvoir compter sur un lieu, une équipe, un public, un espace de travail et de visibilité, et ce sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, et quasiment inédit dans le paysage théâtral. Ainsi, cette saison, vous allez en retrouver 9 d'entre eux: Kerenan, Catastrophe, Tania de Montaigne, Steven Cohen, Mohamed El Khatib, Latifa Labissi, Fia Ménard, Valérie Mregen, Guillaume Vincent et Patrick Boucheron. Mais je reviendrai plus précisément sur le déroulé de la soirée. Et avant tout, je voudrais aussi remercier nos tutelles, le ministère de la Culture, la DRAC Bretagne, la ville de Rennes, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole. Je les remercie pour leur confiance, leur accompagnement et leur soutien, malgré le contexte de restriction qui les contraint et qui n'est pas sans répercussion sur les acteurs culturels du territoire. Merci aussi à nos nouveaux partenaires et mécènes qui soutiennent à nos côtés et les équipes artistiques et l'école du TNB, et grâce auxquels nous mettons en place des rendez-vous à destination de tous les publics sur le territoire. C'est la Fondation d'entreprise Hermès, le Cercle Culture d'un esprit de famille, la librairie Le Fayère, Calligraphie Print, le Fonds Porosus, le programme européen Erasmus+, l'Institut français, le CNC et Europa Cinéma. Merci également, c'est très important, aux acteurs culturels du territoire qui sont nos partenaires cette saison. Le TNB existe au TNB, mais pas seulement. Et nous aimons travailler avec des gens avec qui nous pouvons nous retrouver sur des projets communs sur l'ensemble du territoire. C'est l'ADEC, la Maison du Théâtre Amateur, les Champs Libres, le Festival Travelling, le collectif FAIR, le Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne, le CNCA, le Centre national pour la création adaptée qui est à Morlaix, le FRAC Bretagne, le Grand Cordel, l'ILICO, le Musée des Beaux-Arts. On travaille aussi avec l'Opéra de Rennes, l'Orchestre national de Bretagne, la Paillette, Spectacle vivant Bretagne, l'Air libre, le Théâtre de Poche à Aidé, le Triangle, l'Université Rennes 2, la Rennes Théâtre, le Fayère et la librairie La Rencontre. On est également relié à l'European Theatre Convention et Europe Beyond Access, et nous travaillons avec les médias Ouest France, TV Rennes, Le Monde, Télérama, Transfuge, Les Inrecuptibles, Arte, France Inter et France Culture. J'ai terminé la liste des remerciements. Alors la soirée va se dérouler en 2 parties. Une première partie où je vais accueillir 4 artistes que vous allez retrouver cette saison, qui l'incarnent chacun et chacune à leur manière. On aura un petit temps d'échange ensemble, et puis ensuite, on va traverser ensemble tout le programme de l'année avec les brochures, les pages et tout ça. Mais je vous propose d'accueillir pour l'instant donc ces 4 artistes que je remercie chaleureusement d'être venus. Ce n'est pas un exercice facile, et je suis très heureux qu'ils puissent être là. Alors, je ne sais pas où sont Linda et Ford. Ah, voilà, Linda. Tatiana Julien. Christophe Rauque. Est-ce que Pascal Rambert est arrivé? Oui, non, peut-être. Bon, il nous rejoindra en cours. Il arrive de loin. Ça va? C'est impressionnant. Hein, est-ce que vous nous voyez là? Alors au hasard, je vais commencer par Linda, puisqu'elle est à côté de moi.
pour son spectacle Abîme. Je crois que vous allez découvrir ici son travail pour la première fois en tant que chorégraphe. Tu as déjà dansé là? Interprète, oui. Interprète, tu veux. Est-ce qu'on peut allumer le micro? Très Oui. proche, mettez le Oui. micro très proche de vous. Oui. Tu as dansé sur ce plateau, je m'en Oui. souviens. C'est une danseuse incroyable et je suis très heureux qu'on puisse découvrir son travail de chorégraphe. Elle est co-directrice de FAIR, le Centre chorégraphique national de Rennes. Elle a travaillé à la fois des solos, mais tu as fait aussi un travail avec ton frère, je crois, où il te mettait en scène, où vous dansiez ensemble. Alors, je nous ai mis en scène. Ok. Ouais. Et en fait, son travail, alors, elle est reconnue comme ce qu'on a, l'expression, c'est ambassadrice du popping. Et elle a par ailleurs créé ce qu'elle appelle le shifting pop, une écriture chorégraphique dérivée du popping, dont vous inquiétez pas, elle va nous parler, qui est une danse basée sur des isolations de mouvements, une danse très technique, qui a des effets visuels et spéciaux assez incroyables, qu'on pourrait presque rapprocher du cinéma, ou que des gens comme ça vont mettre dans une étiquette un peu slow motion, ou des choses comme ça, ce qui lui permet en fait de travailler, d'inventer des transformations physiques assez impressionnantes. Est-ce que tu peux nous raconter en fait un petit peu l'origine de ce projet, toi, ce qui t'a donné envie de créer Abîme, pourquoi ça s'appelle Abîme? Et puis peut-être aussi, si tu as envie de commencer par le popping en réalité, ou je sais pas. Merci Arthur. Moi, je vais commencer par le popping et sa dérivation, donc shifting pop. Pour faire un peu court, vous avez déjà tous et toutes vu en très gros, très large, je minimise, mais je pense que tout le monde a vu cette image, des personnes faire le robot. Oui, non? Oui. Voilà. En très, très large, c'est une représentation assez populaire, on va dire, de comment on utilise son corps à travers le popping. Maintenant, le popping, c'est une autre famille. Ce que je parlais tout à l'heure, le robot ou les automates, c'est plutôt dans ce qui concerne l'animation, ce qu'on appelle l'animation. Le popping, c'est une danse qui est basée sur les contractions, l'impact musculaire, le poids du corps, le changement d'énergie et comment on met du relief dans tout ça aussi en relâchant. C'est une danse qui a été popularisée dans les années 75 à Fresno aux États-Unis, Los Angeles, et qui s'est déployée dans le temps via de la transmission, etc. Et c'est composé effectivement et c'est inspiré de jeux vidéo, de films d'animation, de plein de choses comme ça sur lesquelles on va venir un peu piocher pour essayer de rendre visuel du mouvement ou des qualités de corps. C'est une danse qui est visuelle, mais qui passe beaucoup par la sensation et par le contrôle du corps. Donc, plus on a contrôle de son corps, plus on a accès à ses sensations, plus on va rendre visuel des effets. En gros, ça, c'est le popping. Maintenant, pour shifting pop, donc popping, c'est la danse qui m'a formée. C'est mon premier langage technique, on va dire, d'apprentissage dans le sens de je vais m'entraîner pour ça, sachant que c'était plutôt de la transmission de pair à pair, parce que je suis très autodidacte. Le shifting pop, c'est comment je déploie mon univers artistique partant de ces techniques-là, en fait. Donc, dans mon univers artistique, ce qui va animer tout ça, ça va être les émotions, les états de corps, des choses qui vont venir se traduire autrement dans le corps et qui vont donner place ou faire naître des chimères ou d'autres types de créatures qui peuvent à la fois être à l'endroit le plus juste des états que je vais pouvoir traverser ou qui peuvent être universels, mais à la fois qui peuvent se présenter sous des formes qui n'ont pas réellement de nom ou qui ne sont pas de l'ordre du mime ou de reconnaître précisément une espèce ou quelque chose comme ça. Donc c'est avec cet outil-là, cette approche-là et donc ce travail sur la technique et comment j'ai, avec le temps, essayé d'extraire des outils que je pouvais rendre universels dans la transmission, à savoir le partager avec des danseurs et danseuses de n'importe quelle esthétique. Comment être précis sur les composantes techniques de cette approche qui mène vers cet univers de la créature, la transformation, la métamorphose. Oui, parce qu'après, à partir de ces mouvements, c'est là que toi, tu vas créer tout l'univers du spectacle, en fait, qui devient hyper visuel et comment dirais-je, avec une dimension, je n'ai pas envie de dire de science-fiction, mais en tout cas quelque chose de plus irréel, quoi, quelque chose qui d'assez onirique, en fait. Oui.
Ok, donc Abîme, c'est à la continuité de ce travail-là, en fait. Shifting Pop, c'est vrai que c'est devenu mon langage principal pour créer. Donc, ça fait aussi partie du process de création, c'est-à-dire qu'avec les interprètes avec lesquels je travaille, il y a toujours cette immersion dans ce langage jusqu'à l'appropriation pour travailler ensemble, écrire ensemble. Et Abîme, c'est ma première pièce de groupe, donc on sera 7 au plateau et je ferai partie de l'équipe au plateau. Et pour moi, c'est un enjeu assez fort parce que la première personne avec laquelle j'ai travaillé autre que moi, donc c'est Mike, mon frère, Mike Efford, qui est mon premier mentor en popping. Et là, ma première création était un solo, la troisième pièce un trio. Donc là, c'est aussi l'enjeu d'inviter d'autres artistes à traverser ce langage et démultiplier et créer ces dimensions-là et cet univers onirique-là sur scène. Donc Abîme, c'est un peu comment faire un focus sur une communauté un peu mystique qui est à la fois interdépendante, mais à la fois chaque entité est importante au collectif. Et c'est aussi la première fois que je vais travailler avec un dispositif au plateau, parce que je suis toujours à plateau nu. Et là, il y aura un dispositif de mirolège au plateau qui va venir aussi soutenir cette démultiplication, cette multidimensionnalité, on va dire. Voilà. Super, ben, merci beaucoup. Merci Linda. Et venez découvrir ce travail. La création d'Abîme sera, donc, qui est une création résidence, sera en février. Ce sera Salsero et dans le cadre du festival Waterproof, page 46 de la brochure. Les gens, ils aiment bien avoir la page de la brochure. Christophe Rauque va nous parler maintenant d'Anatomie d'un suicide, page 54. Alors Christophe, pour le présenter rapidement, donc est metteur en scène, il a dirigé plusieurs institutions importantes, le Théâtre du Peuple à Bussan, le TGP à Saint-Denis, le Théâtre du Nord à Lille, et depuis 2021, il est à la tête du Théâtre Nanterre-Amandier. Il a créé de nombreuses pièces saluées par la critique et le public, dont Les Serments indiscrets de Marivaux ou Figaro Divorce de Odon von Horvath. Et il a présenté plusieurs spectacles au TNB, dont Dissection d'une chute de neige, qui a été présenté ici, je crois, en la saison passée. Oui, c'est ça, la saison passée. En mars 25, donc, nous allons accueillir... Il a créé Anatomie d'un suicide d'Alice Birch. On dit Birch ? Oui. Ou Birch ? Comme Birch. tu veux. Ouais. Alice Birch, vous connaissez peut-être son travail de scénariste et dramaturge, puisqu'elle est connue notamment pour une série qui s'appelle Normal People, mais assez peu au théâtre en France. Donc je vais tout de suite te demander, Christophe, ce qui t'a donné envie de monter cette pièce en particulier, et peut-être d'introduire un petit peu le concept, parce que c'est presque plus un concept qu'une histoire, en fait. Oui, oui, il ne faut pas s'arrêter au titre, sinon on ne vient plus, quoi. Ah oui, tout le monde a peur du titre. Alors, voilà. On va le redire une dernière fois. Anatomie d'un suicide. Okay, mais clairement, le suicide n'est pas vraiment au cœur de la pièce. Non, non, le suicide n'est pas le sujet, non. Le sujet, très drôle. Le sujet, c'est l'anatomie. C'est comment, en fait, on dissèque cette histoire qui va amener la mère et la fille à se suicider et la petite fille, elle, à couper le suicide. En fait, le sujet véritable, c'est l'enfant et la transmission. Voilà, quels sont les bagages que l'on a, qui sont à nous, mais surtout qui sont à d'autres, qu'on nous transmet consciemment ou inconsciemment, tout au long des différentes générations qui constituent nos familles, quoi, et notre lignée. Alors pourquoi j'ai choisi Anatomie d'un suicide? En fait, après avoir monté Dissection d'une chute de neige, Dissection anatomie, tout ça, ouais. Ouais. J'ai jamais voulu faire de la médecine, hein, je vous rassure. Mais ouais, enfin, peut-être que le théâtre, c'est aussi ça, c'est une manière d'être des chirurgiens de l'âme, un petit peu, en tout cas, du monde de l'écriture. Oui, alors, après avoir monté Anatomie Dissection d'une chute de neige, j'ai monté Richard II, et j'avais envie de revenir à un sujet au féminin. J'avais envie de retrouver une autrice, voilà, et de parler des femmes, d'une femme.
ce qui avait été très fort pour moi dans Dissection, c'était de voir une femme qui parlait du monde pendant 2 heures, qui était donc la reine Christine. Et je trouvais que rien que ça, c'était déjà extrêmement puissant. Et j'avais envie de retrouver ça, de retrouver des questions qui m'agitent ou des questions qui m'interrogent ou que je ne connais pas et qui vont m'interroger. Donc, j'avais demandé à une amie de m'envoyer plusieurs textes d'autrices. Elle m'en a envoyé plusieurs. Et puis, quand je suis tombé sur Anatomie d'un suicide, j'ai pas voulu le lire. C'est un espèce de pinceau. Il y a 3 parties, comme ça. Tout se joue ensemble. Donc, c'est 3 histoires, en fait, qui se jouent en même temps. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut expliquer. Voilà, c'est le truc génial de la pièce, quand même. En fait, elle écrit une série pour le théâtre. Qui devrait durer 6 heures ou 8 heures, mais qui en fait dure 2 heures. En fait, le coup de génie qu'elle fait, c'est qu'elle rassemble les trois parties, les trois histoires avec 16 tableaux. Donc en fait, tout se joue ensemble. Quelquefois, il y a des silences pour que ça arrive, pour que d'autres personnages parlent. Quelquefois, il y a des mots qui sont exactement les mêmes et quelquefois, il y a même des phrases qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire comment elle joue avec le texte pour raconter comment on passe, comment les symptômes passent d'une femme à une autre, quoi. Donc, au départ, quand je suis tombé sur cette pièce, j'ai pas voulu. 3 générations, excuse-moi. C'est 3 générations. C'est 3 générations de femmes. C'est la grand-mère, la mère et la petite fille. La grand-mère, c'est les années 70, 90, la fille, c'est 90-2010. Et la petite fille, c'est 2010-2030. On part sur la question des générations de 20 ans, quoi. Donc, mais elles ont toutes à peu près le même âge. Elles ont entre 30 et 40 ans. Voilà. Donc au départ, voilà, je tombe sur ce texte. Je me dis, c'est impossible à lire. Je ne vais pas le lire. Je renvoie à ma copine. Je lui dis, ben voilà, j'ai lu les textes. Elle me dit, est-ce que tu as lu Anatomie d'un suicide? Je lui dis non. Elle me dit, lis-le, je pense que c'est pour toi. Je l'ai lu et à la première scène, je me suis rendu compte que c'était une pièce assez formidable, en tout cas unique, puisque c'est ce que je disais aux acteurs quand quand je voyais le spectacle tous les soirs, je leur disais en fait vous avez jamais joué une pièce comme ça. Moi, j'ai jamais monté un spectacle comme ça, mais surtout je n'ai jamais vu un spectacle comme ça. Donc c'est aussi tout l'intérêt de la chose, tout ce qui a fait que c'est devenu, quand on l'a joué aussi, au-delà de la qualité des interprètes et notamment des 3 actrices, mais de tout le monde, hein, il faut le dire, puisque tout est choral. C'est aussi cette forme incroyable qu'elle a inventée en imaginant ces 2 heures de série pour le théâtre. D'ailleurs, je fais juste un petit insert, on n'a pas le droit. Enfin, on a juste le petit teaser, mais elle ne veut pas que ça se filme. On n'a pas le droit de le filmer, le spectacle, puisqu'elle considère que c'est vraiment une série pour le théâtre. Donc, il y a 3 temporalités, il y en a même 4. Il y a 4 temporalités. Il y a les 3 filles, mais il y a aussi le moment de la représentation, puisqu'elle se change. Il y a plus d'une trentaine de personnages, à part les 3 filles et les deux maris, sinon il y a 10 acteurs. Les 5 autres acteurs jouent tous les personnages qui viennent rencontrer ces 3 histoires. C'est ça, et dans le même lieu se croisent la grand-mère, la mère, la fille, dans leur trentaine. Et c'est cette simultanéité qui est assez vertigineuse, en fait, de voir comment sur 60 ans, en fait, quelque chose se poursuit. Et c'est un sujet qui est quand même très important et qui est assez peu traité, c'est-à-dire comment on hérite des blessures bien des générations précédentes, comment ce qu'on appelle le transgénérationnel aujourd'hui. Il y a toute cette thématique à l'œuvre dans le spectacle. En fait, voilà, un spectacle qui est très très prenant, assez vertigineux, et vous verrez. Alors, tu parlais du teaser. Ah, tu voulais dire quelque chose ? En fait, elle ne voulait pas que ce soit un homme qui la monte, la pièce. Ça n'a jamais été donc au début, elle m'a dit non. Je lui ai envoyé du coup les spectacles que j'avais fait, notamment ceux sur Dissection et la faculté des rêves sur Sarah Strisberg. Et je lui ai expliqué pourquoi, et donc elle a accepté. Donc j'avais un peu un double
challenge qui était de ne pas non plus passer à côté de cette forme, parce que sinon, j'avais envie de lui faire changer d'avis. Elle te... Voilà. On regarde un extrait ? Oui. Très court. Merci. Petite précision pour ceux et celles qui nous suivent, dans le spectacle, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mounir Margoum, avec qui j'ai souvent travaillé. Et puis Audrey Bonnet, qu'on a vu souvent aussi ici, qui travaille aussi évidemment très souvent avec Pascal Rambert, et dont on va parler bientôt, et qui là intervient à l'école. Voilà. Tatiana, alors toi aussi tu viens pour la première fois au TNB. On est très heureux de t'accueillir avec ce... Alors comment tu dis, en fanfare ou tu dis en fanfare Il y a 3 A et un point d'exclamation. Alors en fanfare. Donc Tatiana est chorégraphe, danseuse, fondatrice de la compagnie Interscribo. Depuis 2011, elle travaille, elle développe un travail chorégraphique singulier qui mêle danse, texte, lumière, son dans des dispositifs immersifs. C'est-à-dire qu'ils vont impliquer différemment le public. C'est des pièces qui explorent l'urgence du mouvement, la force du collectif, le rassemblement. Tu as performé par ailleurs dans des lieux très prestigieux comme le Louvre, le Grand Palais, la National Gallery ou la Tanzfabrik à Berlin. Elle vient pour la première fois avec En Fanfare dans le cadre du festival Transform, dont nous parlerons un petit peu plus tard à la fin de cette saison. Il y a un petit teaser. Tu préfères qu'on le voit d'abord ou après ? On peut regarder avant. Ouais. Avant ? Ouais. Ludivine, alors on regarde un petit teaser de En Fanfare. Alors moi, voilà, faites votre entrée, comme ça on va pouvoir être tranquille. Monsieur Pascal Rambert. C'est mieux que si tu venais que pour ton truc. Installe-toi. Donc, il y a 2 questions comme ça qui me viennent. Ça s'appelle En Fanfare. Donc forcément, c'est un titre qui évoque à la fois la fête, la rue, le collectif. Est-ce que ça s'applique à ce travail-là ? Est-ce que c'est le point de départ de ton projet ? Alors le spectacle s'appelle En Fanfare. Ça venait plutôt de l'idée du réveil en fanfare, du réveil en sursaut. Mon envie pour ce projet, c'était vraiment de travailler sur qu'est-ce qui nous bouge, qu'est-ce qui nous soulève. Donc évidemment, il y a le symbole de la fanfare, qui est une forme de mobilisation pacifique, potentielle en tout cas, et qui aussi, pour qu'elle existe, nécessite beaucoup de solidarité entre les instruments. Et cette question-là est devenue...
vraiment primordial dans l'écriture du spectacle, c'est-à-dire d'écrire une pièce où le geste est très percussif, très impactant, et où l'impact du geste vient résonner dans le corps de l'autre. Donc d'être toujours dans une écriture en écosystème, sur une réaction en chaîne, et aussi d'aller opposer à l'échelle de la représentation, toujours dans ce travail que tu racontes, où j'ai aussi un intérêt pour la question de la relation publique, chercher des dispositifs immersifs. Là, c'était de partir de l'idée de la frontalité et comment, dans un rapport de frontalité, on peut aussi créer une forme d'interaction vivante, sensorielle, charnelle avec le public. Et donc d'inviter une dizaine de spectatrices à vivre l'expérience du spectacle sur le plateau, comme si ils ou elles étaient des petites souris, et qui sont complètement immergés en fait dans la forme. Donc le pari un peu de cette proposition, c'est d'aller chercher une relation d'opposition a priori entre ceux et celles qui bougent et ceux et celles qui brassent de l'air, ou ceux et celles qui regardent, où commence l'action, où s'arrête, où démarre l'inaction, qu'est-ce que c'est, et dans cette relation d'écoute, d'aller aussi réfléchir à la notion d'empathie, de contamination et d'opposition entre quelque chose qui viendrait comme ça faire beaucoup de bruit, faire gronder les corps, et le silence, l'endroit d'écoute dans le silence. Et donc il y a aussi une chose qui est particulière de ce spectacle, c'est qu'on est dans un rapport de frontalité, il y a des personnes immergées sur le plateau, et il y a aussi qui vivent une certaine forme de privilège aussi, parce que c'est quand même une expérience forte que les personnes ici ne vivent pas, mais elles en sont témoins. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces corps-là? Et il y a aussi une espèce de, on va dire un catwalk qui se déroule, se déploie là, et où viennent se dérouler une suite de solos qui sont chantés, vous en avez vu quelques-uns, et qui viennent quelque part proposer une autre chose pour les gens qui sont là et auxquelles personne n'a accès ici. Donc il y a une histoire d'accessibilité et de différentes de contre-champs qui sont proposés dans la pièce. Et voilà, enfin en gros. Et alors ce qui est très frappant quand on regarde ces images, c'est la place de la voix. C'est l'univers aussi très poétique, hein, quand même très mystérieux du travail, qu'on ne s'attend pas avec un titre pareil en fait. Ouais. Mais c'est tout de suite ça embarque tout de suite. Et quelle est la place de la voix? Puis tu parlais aussi de la Reine de la Nuit. En fait, on parlait de ça. Quelle est la place de la voix dans ce travail, ou comment tu l'as envisagé? En tout cas, pour revenir sur la fanfare, ça peut être une fanfare de voix. Absolument, aussi, ouais. Ça existe. Ouais. Et là, moi, je voulais juste partir des corps. Donc, qu'elle soit là, une fanfare de gestes, le corps bruyant, mais aussi, du coup, utiliser la voix dans ce déploiement-là. J'ai fait le choix de travailler autour de l'air de la Reine de la Nuit, donc d'un air ultra connu, ultra populaire, et qu'on s'en empare avec une équipe d'interprètes qui sont pour certaines chanteurs, chanteuses lyriques ou autodidactes dans le chant, et d'autres qui, comme moi, qui chantent très mal, et d'avoir une espèce d'empuissancement des corps dans l'appropriation d'un texte ou d'un chant qui a été au départ, qui appartient à la culture dominante. Et cette récupération, c'est aussi de vouloir, à l'intérieur d'un opéra, La Flûte enchantée de Mozart, qui est un opéra très misogyne, patriarcal, franc-maçon, avec beaucoup de symboles franc-maçonniques dans cet opéra, d'aller redonner de la puissance aussi à la Reine de la Nuit, qui est donc la reine de l'obscurité, la mère toxique. Et donc c'est un chant en colère, c'est le chant d'une femme en colère, et qui en même temps demande une prouesse technique où pour la plupart des chanteuses c'est impossible de l'incarner, et cette impossibilité nous apparaissait comme quelque chose aussi de punk, de rapport à la fanfare aussi, de peut-être mal faire des choses mais du coup raconter autre chose là. Et dans cette suite de numéros aussi, d'aller chercher finalement cette figure de la reine, de la queen, de la transformation et de l'étrangeté, de l'obscurité.
Donc il y a une dimension très, très onirique là, et cette opposition entre ce travail de groupe, d'interaction, d'interdépendance entre ceux et celles qui voient, ceux et celles qui agissent, et en même temps la mise en perspective et en avant aussi de l'individu porté par la matière du groupe. Voilà. Par l'ensemble de la communauté que le spectacle constitue. Ouais. Merci beaucoup. Merci Tatiana. Pascal Rambert, figure importante du théâtre contemporain français, qui est à la fois auteur, metteur en scène, réalisateur, chorégraphe. Une œuvre traduite dans plus de 20 langues, jouée à travers le monde. Donc Clôture de l'amour, qu'on avait aussi présenté ici, qui a été créé en 2011, qui tourne encore, joué plus de 170 fois, traduit en 23 langues, avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordet. Familier du TNB, puisque Pascal a présenté ici actrice, 3 annonciations, architecture, avec Denis Podalides, Emmanuel Béard, Laurent Poitronneau, Marie-Sophie Ferdinand, Anne Brochet, Jacques Weber, dont on se souvient également la présence de Jacques Weber dans Rangers, que tu as présenté ici la saison passée, et que l'on va retrouver dans ce spectacle Les Conséquences, qui sera en ouverture de saison. Et puis par ailleurs, Pascal écrit et met en scène aussi les spectacles d'entrée dans la vie, on pourrait dire, des élèves de l'école du TNB quand ils quittent l'école, avec un Dreamers 1 il y a 6 ans, Dreamers 2 il y a 3 ans, et là nous aurons dans 2 ans le Dreamers 3. Alors ouvrir la saison avec Les Conséquences, c'est aussi envie de partager avec vous un moment de théâtre avec un groupe d'acteurs et d'actrices fidèles dans ton travail, une histoire de famille que tu avais déjà amorcée dans Architecture. On connaît plus en France tes duos, on va dire, tes pièces à 2, et puis d'un seul coup, va arriver après Architecture ce projet qui est l'histoire d'une famille au cœur des conséquences. Donc j'ai envie de te demander un petit peu pourquoi tu as eu envie d'écrire pour une famille, pour la famille, et qu'est-ce que tu as envie de traverser avec ça? D'accord, bonsoir à tout le monde. Comment dire, moi je suis pas très famille. Tout ça me paraît très lourd, très pénible. On te dit comme ça, voilà ton cousin, voilà ta sœur. Je sais pas. Moi, j'aime bien choisir les choses dans la vie. Je sais pas, écrire, c'est choisir. Mettre en scène, c'est choisir. Et c'est vrai que pour moi, la famille vraiment représente une chose assez lourde, en fait, assez pénible. Je me reconnais pas du tout là-dedans, dans les vacances en famille. Et puis ça cristallise. Enfin, c'est un cliché de dire ça, mais enfin, c'est vrai que ça cristallise les tensions, les affects. Alors, en tant qu'être humain, pour moi, je trouve ça très, très pénible à traverser le rapport à la famille. Enfin, voilà, c'est vraiment pas mon truc, vraiment pas. Par contre, en tant qu'écrivain, c'est super parce que je peux attaquer. Je peux attaquer. Alors ça, c'est bien. Je peux. Et puis de toute façon, c'est l'histoire du théâtre. Hein, c'est les Grecs. Il faut toujours revenir aux Grecs. Il faut aller en vacances en Grèce. Ça va ensemble. Et écrire avec des gens comme pour lesquels j'écris, dont Arthur, tu t'es pas cité par modestie, mais c'est vrai que c'est un tel paquet de tensions que pour un écrivain, c'est formidable d'arriver à pouvoir mettre des mots sur tout ça. Et je le fais. J'ai récemment fait une production en Égypte où j'avais fait comme ça sur un enterrement, un mariage d'un enterrement, pour des raisons tout à fait précises. En Égypte, il y a des sortes d'espaces forains comme ça qui ressemblent, où on fait à la fois et des enterrements et des mariages dedans. Et j'avais envie de recommencer parce que ça faisait une réduction du temps. Et ce que j'ai écrit, c'est sur 10 ans, comme ça, avec toutes les différentes générations, et avec en effet les actes, comme je suis devenu vieux, finalement, qu'on arrive à... Voilà, et c'est très agréable, je trouve, parce que je vois bien les actes que j'ai faits il y a 30 ans, les choses que j'ai faites il y a 30 ans,
je vois les actes sur mes enfants, je vois les actes sur les personnes que j'ai aimées. Et ce rapport comme ça au temps et aux conséquences du fait de nos actes est une chose pour un écrivain absolument merveilleuse, quoi. Parce que les conséquences, c'est construit autour... C'est ça, hein, alors, bon, je joue dedans, mais je ne sais rien. Parce qu'en fait, non mais c'est vrai, parlons-en, parce que tu détestes la famille. Enfin, tu as créé quand même plus ou moins ce qu'on pourrait appeler J'ai choisi une sorte de famille d'acteurs. Oui, mais tu as ce truc de théâtre, là. Oui, mais La famille mais quand de même, théâtre, il y a des redites. Hein. Et par ailleurs, si je puis me permettre, oui. donc Pascal, et d'ailleurs, je vais en profiter pour te demander pourquoi est-ce que ça produit. Il écrit pour les gens, c'est-à-dire que il n'écrit pas un texte et ensuite il engage des acteurs et des actrices. D'abord, il sait pour qui il va écrire. Donc, il dit, voilà, est-ce que tu veux ou j'ai envie que tu sois dans le spectacle, ça, ok. La pièce, et on n'a pas le droit de la lire avant, on va la découvrir lundi, tous ensemble. C'est pas qu'on n'a pas le droit, je ne suis pas la police. C'est formidable. Bah non, mais on ne peut pas... c'est pas qu'on n'a pas nous le donner, il y a une question de la police. Je peux et donc, c'est le rituel, on va se retrouver lundi, je crois, et voilà, toutes et tous, on va découvrir ensemble une pièce qu'on s'est engagé à jouer quand même, sur ta bonne mine. Sur mes salades. Voilà, et pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, sinon que qui est marié avec qui est les enfants de qui, ça, on sait à peu près. C'est tout. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Pardon. Mais c'est quand même beau, parce qu'il y a dedans des gens avec qui tu travailles depuis longtemps, avec qui tu as fait plusieurs spectacles, et puis des jeunes acteurs et actrices qui sont issus de l'école du TNS où était Stanislas Nordet, du TNB. Donc Mathilde qui était ici à l'école du TNB. Voilà, il y a ce rapport aussi entre des acteurs et des actrices avec qui tu as l'habitude de travailler, des jeunes acteurs et actrices qu'ils ont formés. Je trouve que ça raconte un truc aussi. Oui, parce que là, c'est vraiment 3 générations de Marie-Lou Marigny avec qui tu as travaillé, avec Jacques Weber, jusqu'à, en effet, les jeunes actrices et acteurs avec qui j'ai fait des productions au TNB et au TNS. Moi, j'aime les gens, donc j'aime faire des chaînes entre les générations d'acteurs. Et puis, il faut dire aussi que c'est une trilogie. Enfin, vu comment va le Théâtre français en ce moment, on ne sait rien. Peut-être que tout s'arrêtera, on ne sait pas. Et donc, ce qui est beau aussi, c'est de travailler avec quelqu'un comme Marie-Lou Marigny ou Jacques Weber, qui ont chacun entre 76, 77 ans et 80 ans, et de leur dire, je suis en train d'écrire une tragédie pour toi jusqu'à 2030. Oui, ça vous fait rire, mais c'est ça le théâtre. C'est du temps dans des corps. C'est comme pour la danse, c'est du temps dans des corps. Donc on met ça en scène et moi je mets des mots là-dessus. Arthur dit on n'a pas le droit de lire la pièce. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que en fait, je lis toujours la pièce avec tout le monde et ça crée une chose absolument incroyable de responsabilité. Ça fait un arc électrique entre tout plutôt que chacun lise son petit texte dans sa petite chambre en regardant combien il a de lignes et tout ça. Au moins comme ça, c'est bien. Et c'est très agréable parce que ça crée un effet de... Ça, je veux dire un mot un peu, voilà, mais un peu gentillé, mais ça nous rassemble. Oui. Tout d'un coup, ça produit un effet qui rassemble. Je t'entendais parler avec beaucoup d'intérêt et je veux dire, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des danseurs et c'est vrai aussi que j'écris sur le corps des danseurs. Enfin, j'arrive pas avec des idées a priori. Et pareil pour les acteurs. Quand je dis je vais écrire pour toi, pour Audrey, pour qui j'écris depuis quasiment 25 ans, ou Léna Garel, ou Gisca, etc., sont des personnes qui ont des énergies particulières. Et moi, j'associe des énergies entre elles et je mets des mots sur ces énergies-là. Je ne raconte jamais la vie privée d'Arthur Noziciel, ni de Stanislas Nordet. Mais par contre, sans doute vous les avez vus jouer plusieurs fois. J'ai beaucoup travaillé avec Laurent Poitrenaud ou avec Marie-Sophie Ferdan, avec qui tu travailles beaucoup aussi. Eh bien, ce sont des énergies. Et mon travail, c'est de mettre des mots sur ces énergies-là et de les assembler pour faire quelque chose qui fait un objet agréable ou désagréable, ça dépend des fois. Donc l'écriture, elle part des corps des gens avec qui... Mais tellement, je veux dire, voyez Arthur, là, il est sage, il fait la présentation de saison. Mais comme acteur, mais quoi si ? Comme acteur, c'est un acteur formidable, c'est un acteur avec une énergie tout à fait précise, assez mononucléaire comme ça, vous voyez.
Stanislas Nordet, c'est quelqu'un qui est une sorte de fantassin. Jacques Weber, c'est quelque chose qui est un peu comme en arrière, mais très puissant dans la présence quasi immobile. Donc je pourrais continuer. Audrey, c'est Audrey Bonnet de toute façon. Donc on peut rien dire sur elle. C'est l'amour absolu, et etc., etc. Anne Brochet, par exemple. Anne Brochet, et on a envie d'écrire sur comme la Reine des Neiges, c'est-à-dire quelqu'un qui marche comme ça sans toucher le sol. Donc c'est merveilleux parce que plutôt que d'écrire une pièce et puis après d'aller chercher des acteurs pour essayer de ressembler au personnage, un cauchemar pour moi absolu, là c'est la façon de procéder autrement et de donner forme à des énergies. Parce que l'art du théâtre, c'est des choses que moi en tant qu'écrivain je reçois, que je transforme en mots, que je rentre à l'intérieur comme ça des acteurs, et qui eux-mêmes le recentrent et le renvoient. Donc c'est un travail, c'est un marché d'énergie, vous voyez. C'est un marché où on achète de l'énergie, on se la refile, on l'envoie au spectateur. C'est un métier génial, quoi. En tout cas, comme acteur, c'est vraiment formidable justement de la récupérer, cette énergie, et de vous la retransmettre. Par curiosité, les deux autres volets des conséquences s'appellent comment? Parce que c'est des beaux titres. Les 2020, on est en combien? 2025 là. 2027, c'est les émotions. C'est exactement le même spectacle, mais vu, c'est comme si on prenait une caméra et qu'on change comme ça, qu'on change d'axe. C'est-à-dire que ce que je monte dans un certain axe, après, c'est comme si je tournais comme ça et je prends les mêmes choses en les regardant sous un autre angle. Et notamment sous l'angle des émotions, qui est une chose tellement merveilleuse, quoi, mais qui est comme mal considérée comme étant, je sais pas, les émotions, vous voyez, par rapport à la raison ou à nos comptes en banque, etc. Les émotions, c'est tellement merveilleux. On travaille avec ça tout le temps au théâtre. Pas forcément les affects, mais les émotions. Rougir, transpirer, languir. Bon. Toutes ces choses-là sont absolument merveilleuses. Et la dernière partie, c'est la bonté, en 2030. Je trouve que... Bah ouais, on va essayer de tenir jusque-là, désolé. Quelle importance, la vie est longue, tout va bien. Et je suis content de savoir qu'en 2030, j'ai un petit boulot qui m'attend. Ouais, mais je fais la même chose en Italie au Piccolo Teatro de Milan, où je fais aussi une trilogie. J'ai établi une trilogie avec les élèves du TNB que l'on jouera en 2027, en faisant les 3 à l'affilée, donc ça fait 60 personnes. Vous voyez, je veux dire, c'est beau de faire des choses impossibles. Non, mais c'est bien, les difficultés, c'est beau. Je veux dire, on peut faire des petits trucs. Il faut avoir des... Voilà. C'est le cœur qui bat pour des grandes choses. Et donc, sur la bonté, parce que je trouve que notre société en manque beaucoup. Et c'est pas être genre un mec gentillet que de parler de la bonté. C'est... J'aime beaucoup ce rapport... J'étais hier soir à Los Angeles, et j'étais dans un rapport d'absolue violence. Je ne sais pas si vous avez vu les images des gens qui sont arrêtés, emmenés dans des fourgons, etc., sans papier. C'est extrêmement violent. Ça devenait à Los Angeles extrêmement compliqué. Donc il faut nous les artistes, il faut qu'on prenne de la place contre ça. Donc c'est pour ça que j'ai toujours fait des spectacles très longs. J'avais toujours l'impression que je prenais plus de place, que je prenais de la place sur des endroits comme ça, et pareil sur le temps, avec des gens que j'aime, qui ne sont pas forcément ma famille, mais des gens que j'aime et avec qui je suis heureux de passer du temps et pour qui je suis heureux d'écrire. Voilà. Merci Pascal. Vous êtes libéré. Je vous remercie beaucoup pour cet exercice difficile. Merci d'être là. Donc les conséquences ouvriront la saison. Le spectacle va se répéter en partie au TNB et dans la foulée, les premières auront lieu ici, sur ce plateau, le 30 septembre, je crois.
En tant que directeur artiste du TNB, vous savez que j'ai pour mission et responsabilité de créer des spectacles. Et donc après la création importante des Paravents en 2023, la reprise de Jules César la saison passée, j'ai préféré me mettre un peu en retrait, prendre le temps de travailler sur une prochaine création qui sera à l'automne 26, mais d'ici là, je serai présent. Alors en tant que comédien avec Pascal pour les conséquences, et puis en tant que, disons, metteur en espace plutôt que mettre en scène, pour le Songe du IDT de Shakespeare et Mendelssohn. Donc c'est à l'invitation de Nicolas Ellis, qui est le nouveau chef de l'Orchestre national de Bretagne, et qui m'a proposé qu'on se livre à un exercice ensemble qui était... Alors lui, il avait envie d'inscrire depuis longtemps le Songe du IDT de Mendelssohn au répertoire de l'ONB. Il n'avait pas joué depuis très très longtemps. Et en fait, on s'est dit, mais le Songe du IDT de Mendelssohn a été écrit pour accompagner la pièce de Shakespeare, le Songe du IDT, et c'est quasiment jamais fait d'avoir la musique, qui n'est pas une musique de scène, qui est vraiment une musique qui vient structurer quelque chose de la pièce. Donc on s'est dit qu'on allait essayer, et on va renouer le dialogue originel entre les deux œuvres, entre le texte de Shakespeare, la musique de Mendelssohn, dans une version concert qui va les associer. C'est assez rare. Et puis, on s'est dit que Mendelssohn, il avait 20 ans, je crois, quand il a écrit le Songe du IDT. Donc, on s'est dit que ce qui serait beau, c'est peut-être qu'avec l'ONB, on retrouve le chœur, que ce soit Prolatio, le chœur du Conservatoire de Rennes, donc de très jeunes chanteurs et chanteuses, et les élèves de l'école du TNB. Donc, ce sera vraiment un groupe important de très jeunes interprètes avec l'ONB pour un Songe du IDT qui, par ailleurs, pour la petite anecdote, occupe une place assez particulière dans mon parcours parce que c'était une des toutes premières pièces que j'ai jouées jeune acteur avec Jérôme Savary. Donc je suis très content de me replonger un petit peu dans ce texte magnifique qui est une rêverie sensuelle, sensible, où 4 amants se perdent entourés de fées et d'esprits qui vont brouiller les frontières entre rêve et réalité. Voilà. 2 représentations exceptionnelles en salle Villard, ici les 29 et 30 avril. Personnellement, je vous donne 2 autres rendez-vous avec les élèves de l'école en ce qui me concerne. D'abord en novembre avec un Rencontrer l'histoire inédit qu'on fera pendant le festival TNB avec Patrick Boucheron, où on a travaillé, Patrick et moi, ensemble avec un corpus de textes et les élèves autour de la question de la peste, qui est le grand sujet de Patrick, mais qu'on a élargi à la notion de pandémie. Et puis 2026, début 26, je vais mettre en scène des 4 projets qu'on fait dans le cadre d'une saison à l'école, mais on aura l'occasion de vous en reparler, puisqu'on crée un répertoire pour que les élèves puissent travailler pendant une saison, tous les soirs, jouer en alternance, en ayant leur stage, etc., mais les entraîner à ce qu'est une vie d'interprète. Et aux côtés de Bruno Gélin, Jean-René Lemoine et Saïdo Lalou, je mènerai un de ces projets. Mais on s'en reparlera. Je vous propose là de reprendre le déroulé de la saison en commençant par un premier temps fort. Après les conséquences, ce sera le festival TNB. Alors comme vous le savez, depuis 2017, le festival TNB incarne l'esprit du projet artistique du Théâtre national de Bretagne. C'est une invitation à la curiosité, à la prise de risque, à la rencontre. Pendant 2 semaines, du 12 au 22 novembre, on va investir une dizaine de lieux à Rennes et dans l'agglomération afin d'affirmer cet ancrage territorial et cette envie de travailler avec d'autres ici. Notre ouverture à des formes artistiques qui sont les plus contemporaines, mais au-delà des spectacles présentés, on en a déjà parlé, le festival, c'est un temps fort dédié aux échanges et à la transmission. Ça me semble très important qu'au-delà des spectacles, des jeunes artistes aient la possibilité de rencontrer des artistes plus confirmés, travailler avec eux, de continuer leur formation au-delà de leur formation. C'est pour ça qu'il y a un programme qui s'appelle Transmission, où chaque année, on accueille une 60aine de jeunes artistes professionnels qui viennent de France et de l'étranger, des étudiants d'écoles d'art autour de workshops et de masterclass qui sont animés par les artistes invités. Et puis par ailleurs, toujours dans le cadre du festival et fidèle à notre engagement pour une culture inclusive, le festival propose, comme ces 2 dernières années, un focus autour de la création adaptée, c'est-à-dire des créations qui sont portées avec ou par des personnes en situation de handicap. C'est un volet essentiel du projet du TNB et qui réunit des spectacles, mais aussi des rencontres avec le public et des temps professionnels afin de poursuivre le travail, l'accompagnement, les réflexions autour de l'accessibilité, de la diversité sur les plateaux. Mais je vous propose d'avoir un court teaser comme ça, une courte bande-annonce du festival avant de vous parler un peu des spectacles. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, tu fonctionnes hyper bien.
Alors, dans le cadre du festival, une autre création TNB, Bovary Madame, de Christophe Honoré. Christophe Honoré, écrivain, cinéaste, metteur en scène, qui s'est imposé depuis plus de 20 ans comme une figure incontournable dans la création contemporaine, a déjà présenté plusieurs spectacles au TNB qui ont eu un grand succès, récemment Le ciel de Nantes ou Les idoles. Et là, alors, il va travailler autour de la figure d'Emma Bovary, en s'inspirant du roman de Flaubert, une œuvre qu'on dit fondatrice de la modernité littéraire, publiée en 1857 et qui a valu un procès retentissant pour immoralité à son auteur. Et c'est là-dessus un petit peu que Christophe voulait se pencher, sur ce qui a pu causer le scandale lors de l'apparition du texte dans la société bourgeoise et répressive de la moitié du 19e siècle, avec une mise en scène qui va mélanger théâtre, cinéma, comme il le fait souvent, mais aussi cirque, en s'inspirant un petit peu du dispositif d'Ophuls dans Lola Montès. Et c'est Ludivine Sagnier qui va incarner Emma Bovary, entourée de la troupe fidèle de Christophe, Marlène Saldana, Harrison Aravello et Jean-Charles Clichet. Paradoxe de Guillaume Vincent. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont suivi ce projet, puisqu'on en avait proposé une ouverture de résidence pendant le dernier festival TNB, une ouverture de résidence qui avait remporté un vrai succès. Et donc là, vous allez pouvoir voir enfin la version aboutie de cette nouvelle création de Guillaume, artiste associé, qui a présenté plusieurs spectacles ici, Songe et Métamorphose, Love Me Tender, Les Mille et Une Nuits et Florence et Mustapha, avec son interprète fétiche, la géniale Florence Janas. Et il mêle ici réalité et fiction dans une forme de faux documentaire où ils abordent ensemble la disparition de la mère, le deuil de la mère. Et Guillaume Vincent y partage des souvenirs personnels, des réflexions sur le deuil, l'enfance. Et le spectacle va enchaîner des scènes où se croisent à la fois la mémoire et l'imagination. Et c'est Florence Janas qui incarne tous ces rôles avec l'humour et le génie qu'on lui connaît. Voilà pour Paradoxe, qui était page 31. Si vous voulez bien, passons page 32. Voilà, Stephen Cohen. Voilà, Stephen Cohen, je le dis comme ça, c'est l'artiste en état de grâce pour moi, dont la force du propos et la délicatesse du geste produisent des œuvres absolument uniques et qui restent avec vous pendant très longtemps. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est un des plus grands artistes contemporains. C'est quelqu'un de très bouleversant, qui a des gestes assez forts sur ce qu'il propose au plateau. Il envisage vraiment le théâtre comme un lieu très particulier de deuil et de rencontres, un espace particulier de rituels, des cérémonies secrètes auxquelles il nous convie, et qui pourtant, bien que radical, dégage une tendresse et une bonté, en fait, comme disait Pascal tout à l'heure, qui est bouleversante. Il est artiste associé au TNB, on l'a accueilli de nombreuses fois, notamment avec Put Your Heart Under Your Feet and Walk, et puis dernièrement avec Boudoir. Il est à un moment de son travail, là, ça va être une création en résidence, c'est un moment de sa vie et de son travail où les choses sont plus difficiles, l'âge, le corps, enfin des choses qui rendent son travail de plus en plus difficile pour lui. Alors lui qui a toujours utilisé le corps comme moyen d'expression et comme support scénographique, il a décidé là de choisir la parole, ce qu'il ne fait jamais, de choisir la parole comme moyen d'exister, de résister. Et cette création qui est à la fois une création mais aussi une discussion avec le public, où il va faire de la scène et de ce moment de performance un temps où la parole va circuler, se transformer, libérer. Et en accompagnant cette discussion, il va se livrer à un rituel de transformation inversée qui consiste à détruire une œuvre pour en créer une autre. Voilà, donc cette performance est une invitation
à une transformation partagée où l'art et la vie se confondent à nouveau, comme beaucoup des créations d'ailleurs qu'on vous présente dans la saison. Voilà pour People Will People You, de Stephen Cohen, artiste associé. En résidence et en création résidence également au TNB, toujours dans le festival Boat People, Marine Bachelot Nguyen. Elle est autrice, metteur en scène, elle dirige une compagnie qui est basée à Rennes et elle va être en résidence à Gabilly à la rentrée avant la création de Boat People. Dans son travail, page 33, elle fait émerger des récits oubliés, elle interroge les héritages postcoloniaux et fait du théâtre un espace de transmission. Alors dans celui-là, elle va revenir sur l'histoire des réfugiés d'Asie du Sud-Est arrivés en France après 1975 et qui avaient fui les régimes autoritaires du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Et le spectacle va évoquer leur traversée périlleuse et puis la question de l'accueil en France, le contexte d'émergence de l'humanitaire dans des élans de générosité autant que dans ses ambiguïtés. Pour ça, elle s'inspire de témoignages et d'archives en mettant en scène la cohabitation entre une famille française et une famille de réfugiés. Son spectacle Boat People met en scène finalement les traces laissées par ces départs forcés. À suivre, toujours dans le festival, À l'ombre d'un détail, la nouvelle création d'un chorégraphe qui est venu aussi souvent ici, dont on aime beaucoup le travail, qui est Christian Rizzo. Ce sera au Triangle, c'est page 34. Et ça s'appelle À l'ombre d'un vaste détail. Alors, Christian est chorégraphe, metteur en scène, plasticien. Il a dirigé le Centre chorégraphique national de Montpellier pendant 10 ans. Il est également proche de la danse, des arts visuels, du design, du stylisme. Et il a présenté ici plusieurs spectacles, dont Une maison et une histoire vraie. Dans cette pièce-là, il va s'inspirer des gestes du quotidien et va montrer par exemple comment le simple mouvement d'essuyer une table d'un revers de main peut devenir, à force de répétition et d'observation et de mise en chorégraphie finalement, va glisser vers l'abstraction et la poésie. Donc c'est un travail qu'il va faire autour de ça, en partant de gestes quotidiens pour les faire aboutir à quelque chose qui va devenir la pièce même. Une création avec une dimension plastique aussi importante qu'elle sera chorégraphique. Le même corps, jamais pareil, d'après Esther Ferrer, autre spectacle créé ici en résidence de Latifa Lahabissi, qui est également artiste associée. Chorégraphe, danseuse et artiste associée, elle interroge dans son travail la notion et d'art et de politique, en explorant des différentes formes qu'elle peut présenter à la fois sur des plateaux de théâtre, mais des lieux qui ne sont pas forcément des théâtres, et aussi souvent dans des musées. Elle a présenté au TNB ces dernières années Consul et Méchis, Cavaliers impurs. Et dans ce nouveau solo, qu'on fait en partenariat avec le FRAC Bretagne, elle va traverser les performances d'Esther Ferrer. Alors, Esther Ferrer, c'était une figure très importante dans l'histoire de la performance et membre historique d'un groupe qui s'appelait ZAJ, dans l'Espagne franquiste, où elle travaillait sur les notions de liberté et sur cette notion très vague de la condition humaine, avec une grande lucidité, beaucoup d'humour et surtout, dans le contexte dans lequel elle travaillait, évidemment une grande économie de moyens. Et Latifa Lahabissi, elle a choisi de reproduire à l'identique les performances de cette plasticienne, qui sont fondées sur une sorte de rigueur, de simplicité. Mais ce que ça va raconter aussi, c'est que même lorsque des gestes et des actions sont reproduits à l'identique, chaque reprise, dans un autre corps, dans un autre temps, produit une transformation. Et c'est autour de cette transformation qu'elle va travailler, puisque là, il ne s'agit pas d'interpréter ni de rendre hommage, mais de se laisser traverser par les gestes et les protocoles d'une artiste qui l'a précédée. Je trouve que ces notions de transformation, elles sont très très présentes dans la saison. Vous allez voir, je n'ai pas insisté sur les fils conducteurs, mais nous, voilà, avec Anne Cuisset, qui est directrice adjointe en charge de la programmation, quand on travaille sur la saison, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui émergent. Donc la question de la transformation, de la métamorphose est là. La famille, très présente, les rapports frères-sœurs. Enfin, il y a des choses qui, vous allez voir, circulent comme ça d'un spectacle à l'autre. Nocturne, Fia Ménard. On retrouve Fia Ménard, artiste associée qui a présenté de nombreux spectacles ici, qui a un public maintenant très présent, très construit, suite à PPP, Saison Sèche, Maison Mère, Fiction Friction, avec les élèves du TNB. Elle est performeuse, metteur en scène. Elle poursuit un cycle très beau depuis plusieurs années qui s'appelle Les Pièces du Vent, et dont les 4 premiers volets ont été présentés au TNB, donc L'après-midi d'un faune, Vortex, Les eaux noires. C'est un cycle qui s'inscrit dans une recherche au long cours, à nouveau sur la transformation et sur la matière, sur le passage de la glace à l'eau, le vent, et comment des éléments naturels est retravaillé dans le cadre d'une performance
et du spectacle vivant viennent affecter les comportements humains. Donc dans Nocturne, qui est son nouveau spectacle, là on va vivre une expérience qui est très très belle. On a vu déjà des prototypes de ce qu'elle est en train de faire. Elle va plonger le public dans l'obscurité et on voit apparaître des marionnettes à taille humaine, gonflées d'air, qui prennent la forme de spectres et qui vont se jouer une sorte de combat contre la nuit. C'est un spectacle dans un dispositif circulaire, très surprenant, un espace onirique, où le spectateur est placé au plus près du mouvement de ces créatures et de ces apparitions, on va dire. Phia Ménard, pour ce projet, s'est inspiré notamment de Lewis Carroll, du Roi des Aulnes, du travail de Tadeusz Kantor, pour un spectacle qui est imaginé comme une traversée qui part du sombre vers la lumière. Une sorte de lutte pour la liberté. Starting with the Limbs, c'est la création d'Annie Hanauer qui vient pour la première fois au TNB en tant que chorégraphe, même s'il est venu danser avec Rachidou Ramdan, avec qui elle travaille souvent, et elle était une des interprètes de Tordre qu'on avait présenté ici il y a quelques années. Elle a répondu à l'invitation de la compagnie marseillaise L'Autre Maison pour créer un spectacle avec les membres de la compagnie qui comptent à part égale, et c'est assez rare, des danseurs valides ou présentant divers handicaps. Et elle mène avec eux un travail autour des corps augmentés, c'est-à-dire des corps avec des prothèses, des fauteuils, mais aussi des excroissances imaginaires qui deviennent des outils de danse avec lesquels elle compose un nouveau langage chorégraphique. Alors, grâce à l'impression 3D, elle crée même des sculptures portables qui peuvent servir autant de décors que de costumes et avec lesquelles l'équipe va inventer collectivement une manière de faire de la diversité des corps un terrain de jeu et d'exploration. Alors, ce spectacle s'inscrit dans le cadre de notre projet Extraordinaire, qui est un projet qu'on mène avec le Centre national pour la création adaptée dirigé par Malène Loirne à Morlaix et 6 mécènes d'un cercle qui s'appelle Esprit de famille, qui soutient des spectacles portés par des artistes en situation de handicap ou avec des artistes en situation de handicap et qui participent ainsi à rendre le milieu de la création artistique plus inclusif. Il faut dire que la création inclusive demande aussi des moyens particuliers. C'est pour ça qu'on a été chercher des mécènes pour travailler avec nous, puisque les temps de répétition, les aménagements à faire sont évidemment différents. Demandent plus de temps, vont demander plus de... Enfin voilà. Donc c'est à chaque fois des questions importantes qui n'étaient pas prises en compte dans les moyens de production dont on dispose. Donc on a été les chercher ailleurs et on a créé ce partenariat qui nous permet chaque saison de soutenir vraiment des projets qui sont là non pas parce qu'ils sont juste inclusifs, mais aussi parce qu'ils sont menés par des artistes qui ont des démarches singulières et qui font des choses très très belles. La petite soldate de Gaëlle Bourges, page 38. Gaëlle Bourges poursuit un travail critique sur l'histoire des représentations qu'elle avait explorées à hauteur d'enfant dans la bande à Laura et Le Bain, qui ont été présentées ces dernières saisons au TNB. Dans cette création qui est bilingue, en français et langue des signes française, elle va s'emparer du conte musical de l'histoire du soldat de Ramu, et elle va le revisiter en féminisant les personnages. Et cette fois, la Grande Guerre, qui est au centre de l'histoire du soldat, va laisser place à la guerre d'Algérie. Son approche à Gaëlle Bourges fait résonner ce récit avec des problématiques contemporaines, notamment la place encore minorée des femmes dans l'histoire, elle-même ayant travaillé sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. Également dans le festival en création et pour la première fois au TNB, Vima Laponce, avec un spectacle qui s'appelle Honda Romance. Vima Laponce est très présente depuis quelques années sur les scènes de théâtre et sur les écrans. Elle est autrice, performeuse, actrice et circassienne. Son parcours en dit long, ce qu'elle va proposer, puisqu'elle a été formée en sport, en guitare classique, en histoire de l'art, en cinéma et en art du cirque. Elle travaille par ailleurs avec un musicien qui s'appelle Thierry Accard-Rivel depuis des années. Et au cinéma, elle a joué avec Antonin Perret-Jalco, Bertrand Mandico. Donc ce spectacle, à nouveau, être à la croisée du cirque, du théâtre, de la musique et de la performance. Elle y interprète un solo qui est très très impressionnant, qui devrait être vraiment secouant, une traversée de centaines d'états émotionnels sur une partition musicale lyrique, envoûtante, d'où l'accueil par ailleurs de ce spectacle qu'on va vous présenter à l'Opéra de Rennes, avec un corps en mouvement constant, chute, danse, chant, déséquilibre, qui s'inspire des écrits de Germaine de Staël
et va interroger la manière dont nos émotions circulent et s'emballent alors que nous sommes sollicités toute la journée par un nombre d'informations absolument invraisemblables. Et donc, elle travaille sur ça, c'est-à-dire tout ce qui nous assaille toute la journée, comment ça nous traverse le corps, quelles émotions ça génère en nous, comment on est soumis à ces centaines d'émotions toute la journée. Voilà, c'est un travail entre l'intime et l'universel où elle va créer ce dialogue entre le sensible et la technologie et explorer ce qui se joue en nous dans un monde saturé d'images, de messages et de souvenirs numériques. Toujours dans le cadre du focus extraordinaire, encore une histoire de frères, les frères Sago, un spectacle de Jules et Louis Sago, page 40. Alors, Jules, on le connaît un peu, Jules Sago, parce que le Bureau des légendes, ou au théâtre Mithridate des Rivigné qu'il avait joué ici. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de cinéma, beaucoup de télé, mais il fait par ailleurs beaucoup de théâtre avec sa compagnie. Et il a un frère, Luis, qui est de 9 ans son cadet, et qui sait pour l'instant essayer à peu près tout avec enthousiasme. Il a été cuisinier, pianiste, joueur d'échecs, et qui lui réclame depuis très longtemps de créer un spectacle ensemble. Alors il faut savoir que Luis, en fait, est né au Mexique, qu'il a été adopté à l'âge de 6 ans et qu'il a, comme ils disent, une vie un peu plus ralentie que la moyenne d'entre nous, parce que lui, c'est une forme d'autisme, c'est quelque chose qui a toujours été l'endroit de tendresse, on va dire aussi, entre Jules et son frère. Et puis, ils ont eu envie de créer ensemble ce spectacle qui est très, très émouvant, qui est une sorte d'ode à la fraternité, et un dialogue qui nous permet de ressentir un lien très fort entre deux êtres qui revendiquent un autre rapport à la norme. C'est un spectacle très sensible, très étonnant que les frères Sago ont créé là. Voilà, donc on vous y invite en novembre, toujours dans le cadre du festival. Coraline, création résidence, page 40. Elle a été accueillie pour la première fois pendant le festival TNB avec son collectif, le collectif 52 Hz, qui est implanté à Rennes. Et elle revient avec un solo qui est porté par Blanche Ripoche, qui est entre théâtre, clown, performance, où Blanche Ripoche a inventé ce personnage, Coraline, une figure clownesque, qui va tenter maladroitement d'être normale. Ça aussi, cette question de la normalité, elle traverse beaucoup la saison. C'est très drôle, c'est décalé, c'est le portrait d'une jeune femme en quête de place, de lien, d'acceptation, qui parle de l'émancipation, de ce qu'il faut parfois inventer pour simplement être soi. Alors ça rejoint aussi les préoccupations de Mackenzie Bergil, avec son spectacle Autothérapie, et qui sera en création aussi ici, pour la première fois au TNB. Mackenzie Bergil est un artiste, on va dire, chorégraphique, pianiste et compositeur. Il est originaire de Paris, mais il est installé à Lorient. Il est d'origine haïtienne. Et il a une pratique pluridisciplinaire de la danse, où il fait se croiser les danses traditionnelles haïtiennes, le hip-hop et la danse contemporaine. Il a collaboré avec des chorégraphes comme Emmanuel Germont, Boris Charmatz. Il a créé une galerie à Lorient, et puis qui est un espace dédié à la création transdisciplinaire. Et avec ce spectacle Autothérapie, il a créé un solo complet, texte, musique, voix, chorégraphie, processus de 2 ans où ils sont confrontés chaque jour à la feuille blanche. Et partant de cette feuille blanche, qu'il a fini par considérer comme un espace de thérapie, de travail introspectif, tout ça est devenu la base de la démarche artistique qui a mené à ce projet, et voir pour lui comment, avec les mots, le mouvement, il peut faire surgir la beauté de ce chaos. Françoise à Alice de Michael Philippot, toujours dans le focus extraordinaire. Pour la première fois au TNB, on accueille Michael, qui est plasticien, danseur, chorégraphe, qui a dansé pour et avec Mathilde Meunier, Alain Buffard, Daniel Larieux, et qui développe depuis très longtemps des projets chorégraphiques qu'il appelle des biportraits, qui sont des prétextes à la rencontre, souvent entre artistes et personnalités de la société civile. Par exemple, en 2008, il avait créé une pièce qui s'appelait Biportrait Jean-Yves ou Biportrait Yves C. Le premier avec Jean-Yves Robert, qui était le curé de Bègle, et le second avec Yves Calvet, que vous connaissez peut-être puisqu'il est chorégraphe d'un cercle de danse traditionnelle bretonne. Alors dans Françoise Alice, il met en scène un duo qui est Françoise, danseuse professionnelle, dite valide, et sa fille Alice, également danseuse mais porteuse de trisomie 21. De Françoise Alice, c'est un portrait chorégraphique de ces deux femmes qui va interroger la pratique de la danse et les parcours de vie
à travers le prisme du handicap mental. C'est évidemment un geste politique qui vise à rendre visibles des corps qu'on voit rarement sur scène, avec cette conviction qu'on porte que la différence peut devenir une force artistique. Nous accueillerons également, pour la première fois au TLB, le travail d'Alejandro Tantanian, qui est un metteur en scène très connu en Argentine, metteur en scène, traducteur, chanteur, acteur, membre du collectif Carajagi et du Periférico de Objetos qu'il avait créé il y a une trentaine d'années, un groupe emblématique du théâtre expérimental indépendant argentin. Il vient avec ce spectacle qui met en scène Marilou Marini, donc qui sera très présente la saison prochaine et on s'en réjouit. Marilou, grande figure du théâtre et du cinéma argentin et français, qui a marqué la scène française pendant plus de 20 ans avec Alfredo Arias, Facundo Bo, Coppi et la bande du Tse, dont elle a fait partie. J'ai eu la chance vraiment de travailler avec elle il y a quelques années pour Oh les beaux jours. Elle sera dans Les conséquences de Pascal Rambert. Dans Le cœur du mal, elle fait entendre pour la première fois en France un texte d'inspiration autobiographique écrit par l'écrivaine argentine Maria Negroni, jusqu'alors peu traduite en français. C'est un texte sur l'amour impossible entre une mère et sa fille, inspiré par la relation toxique que Maria Negroni a toujours entretenue avec sa propre mère. C'est Marilou qui a eu envie de ce texte. Elle aime à dire que toutes les choses importantes qui ont traversé sa vie sont toujours avec elle sur scène et que c'est même cela une comédienne au travail. Et elle dit aussi « J'avais cette distance avec ma mère, je ne sais pas si elle m'aimait ». Et maintenant, elle se voit confier ce rôle du roman de Maria Negroni à l'âge où, dans son propre corps, elle redoute de ressembler à cette mère. Voilà, je vous invite à découvrir ce très très beau projet avec Marilou, qui est magnifique dans ce cœur du mal. Enfin, j'en arrive à la fin du festival pour ce premier temps fort de l'année. Pour la première fois au TNB, nous accueillerons un personnage, Sarah Selma Dolores, rire pour en finir avec soi-même. Elle est autrice, metteuse en scène et comédienne. C'est une figure de la scène queer bruxelloise. Elle a inventé cet alter ego, créé il y a une dizaine d'années, qui est un personnage grotesque à la féminité exacerbée, pour poser cette question, peut-on rire de tout ? Le rire nous interroge, nous secoue, et nous renvoie à notre condition, et surtout à nos apparences sociales, à nos automatismes. Et d'en rire, pour en finir avec soi-même, elle a créé ce cabaret, qui est un moment chaotique, jubilatoire, politique, dérangeant, porté par 4 interprètes étonnants et étonnantes, une sorte d'alternative à la morosité ambiante et à la pensée toute faite par le décalage et l'excès. Elle va nous entraîner dans cet espace de fête, de nuit, de métamorphose, dont on ressort assez vivifié. Voilà, je vous laisserai découvrir ce travail qui est très réjouissant. Festival qui se terminera avec une soirée catastrophe, si je puis dire, où on retrouvera nos artistes associés Catastrophe en clôture du festival pour une avant-première. Ils étaient présents au festival TNB il y a quelques années à l'invitation d'Étienne Dao dans une carte blanche. Et puis, pour l'expérience hypnotique Tempête solaire menée avec Gurwan Tranvanji, des afters à l'Ubu, ils avaient fait leur première de leur show collectif Gong pour un concert surprise ici. Ils vont revenir cette saison avec une soirée inédite au cinéma du TNB qui mêle film, conversation et concert acoustique autour de leur nouvel album La Proie et l'Ombre. Un disque délicat, inquiet, qui tient de la pop contemporaine comme de la fresque cinématographique. Voilà, on est très curieux de découvrir cette proposition inédite de Catastrophe qu'ils ont conçue pour le festival. Maintenant que nous avons terminé le festival, je vous propose de reprendre un peu le fil de la saison. On va voir les spectacles théâtre. Alors, page 26, c'est parti. Ça va ? Pas trop, vous tenez le choc ? Vous êtes formidables. Vous savez, on a moins de spectacles encore que l'année dernière, donc la présentation de saison, malheureusement, va être, j'espère, un petit peu plus courte. Sensibilité, Tania de Montaigne, artiste associée, qu'elle fait avec Stéphane Funkinos. Tania avait envie d'essayer cette forme-là, de ce format de lecture un peu élaboré comme ça avec Stéphane, qu'elle retrouve. Stéphane qui l'a mise en scène dans Noir et dans L'Assignation, deux des textes qu'elle avait aussi présentés au TNB, et avec un comédien formidable, récompensé au Molière dans le spectacle de Christophe, justement Michel Escaut. C'est l'histoire d'une éditrice dans une maison d'édition Feel Good, qui est persuadée que supprimer des mots d'un livre permet de soigner les maux de la société parce qu'elle est pleine de bonnes intentions et qu'elle voudrait faire des choses qui permettent d'être à l'écriture, au livre, de rester confortable pour les lecteurs et les lectrices et pour les actionnaires. Alors pour ce faire, elle va traquer les mots susceptibles de heurter les sensibilités et les convictions, c'est-à-dire qu'elle réécrit des textes afin qu'ils ne provoquent aucun inconfort.
C'est évidemment une satire, mais derrière, c'est aussi une réflexion sur la question de la censure et qui nous plonge un peu dans l'absurdité d'une réalité tout de même existante. Voilà, pour ce projet Sensibilité avec Tania, qu'on retrouvera plus tard dans la saison, où on va reprendre Noir, mais cette fois dans une version donc, qui a été l'évolution de ce texte, qui était parti d'une lecture, qui est devenue une mise en scène et qui est maintenant une exposition réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, c'est pas la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, vous avez des lunettes, mais vous voyez rien, vous êtes enfermé dans un casque comme ça, et vous voyez des images. C'est très surprenant. Mais la réalité augmentée, c'est assez bluffant parce qu'en fait, c'est avec des lunettes comme les miennes, voilà, transparentes. C'est-à-dire que vous continuez de voir les gens qui sont avec vous tout en voyant d'autres personnages, d'autres personnes. Donc voilà, c'est assez troublant. Les lunettes sont évidemment mises à votre disposition. Et dans la réalité augmentée, puis maintenant, les techniques évoluant, c'est des lunettes très légères. Donc je dis ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur que ça soit très lourd, très long, etc. Là, ça s'est vraiment amélioré, c'est assez bluffant. Donc, c'est des lunettes très légères qui vous permettent de voir les choses en réalité augmentée. Il faut savoir que Noir, c'est tiré de l'essai donc, de Tania, qui était l'histoire méconnue de Claudette Colvin, une adolescente noire qui a refusé de céder sa place à une femme blanche dans un bus de l'Alabama en 1955. Et ce geste a été fondateur du mouvement des droits civiques. Mais il a pourtant été effacé des mémoires, et c'est ce qu'on découvre dans ce travail, puisque Claudette Colvin, peut-être parce qu'elle ne présentait pas aussi bien que Rosa Parks, ça a été un peu effacée de l'histoire au profit, au bénéfice. Je ne sais pas si on peut parler de bénéfice dans ce cas-là. Enfin, disons, voilà, c'est plus Rosa Parks qui a eu ce rôle-là, d'endosser ce point de départ des droits civiques, alors qu'il y a eu Claudette Colvin avant. Et donc, c'est une installation qui va vous permettre de devenir les témoins directs de ce courage qui a été un courage silencieux dans le fond, avec une installation qui ne se contente pas de raconter, mais elle répare vraiment une injustice historique en redonnant une voix et un visage à cet invisible-là. C'est une expérience qui est très, très touchante, très, très bouleversante. On y découvre vraiment une histoire passionnante. Il faut savoir par ailleurs que Noir, réalité augmentée, a eu la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, qui récompensait, c'était la première édition, qui maintenant a une sélection d'œuvres en réalité virtuelle et augmentée. Et Noir a eu la Palme d'Or, donc on est très heureux de pouvoir aussi vous le présenter au Champ Libre au mois de mars. Artiste associé également, comme Tania, création résidence également, Pomme Frites de Valérie Mregen. Alors Valérie Mregen est artiste plasticienne qui de nombreuses expositions ont été consacrées, mais elle est aussi romancière, elle a écrit beaucoup de romans publiés chez POL, metteur en scène, réalisatrice. On a travaillé ensemble sur l'adaptation de La Dame aux Camélias et de l'Empire des Lumières. Elle a créé le Carnaval des animaux avec Albin de la Simone ici en 2018 et sa première mise en scène, 3 hommes vertes pour le jeune public. C'est Pomme Frites, c'est donc une nouvelle création qui s'inspire finalement d'un film que vous connaissez bien, qui est Jeux interdits. C'est un spectacle très tendre, très poétique, qui va évoquer la perte des animaux dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait pour son chien, des poules, un hamster, voilà, qui meurt. Et sur scène, 3 amis vont partager des souvenirs, inventer des rituels d'adieu afin d'accompagner ces petits animaux vers la mort. Alors c'est un travail avec des costumes faits de matériaux recyclés, c'est avec beaucoup d'imaginaire où la scène va devenir cet univers onirique à hauteur d'enfant pour un voyage doux, inventif qui parle du deuil avec la perfidie de Valérie, c'est-à-dire sensibilité, délicatesse, une sorte de mélancolie comme ça qui pointe, mais aussi pas mal d'humour. Et je vous propose justement de voir un extrait comme ça d'un petit travail préparatoire qu'elle a fait, parce que pour cette création, elle est allée à la rencontre d'enfants dans des écoles primaires afin de dialoguer avec eux autour de la perte de leurs animaux de compagnie. Je me suis réveillée, je suis allée jouer dans le jardin et j'ai vu un oisillon qui était tombé de son nid. Et donc j'ai appelé mes parents. Et ils sont arrivés, ils ont essayé de trouver une solution. Ils ont pris de la mousse qu'ils ont trouvée sur un arbre et ils ont refait un peu un nid. On savait que ça allait pas trop marcher, mais voilà. Donc après, on s'est couché, on s'est réveillé. On est allé voir si ça avait marché. Il était retombé, cette fois il était mort. Donc
on est allé dans un cimetière qui était derrière la maison. Il y avait un petit coin où il n'y avait aucun mort, c'était juste de la terre. Et donc on a pris une boîte à vin, que c'est mon oncle qui le fait, et on a mis l'oiseau dedans. Et après on l'a enterré et on a pris 2 brindilles et on a fait une croix avec et j'ai chanté la Marseillaise en cuit-cuit. Si jamais vous avez une boîte à vin, ça peut donc faire... ça fait cercueil. Marius, Joël Pomera. Donc Joël aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué les dernières années, la scène publique les dernières années. Et là, alors c'était un peu étonnant quand on a su qu'il allait s'intéresser à Marcel Pagnol, puisque Joël écrit et donc a toujours mis en scène ses textes. Et là, Marcel Pagnol, écrivain, dramaturge, cinéaste, né en 1895 à Aubagne et qui a marqué le XXe siècle avec des œuvres devenues emblématiques comme La gloire de mon père, Jean de Florette, la trilogie marseillaise. Bon, on connaît la belle histoire de Marius. À Marseille, entre une boulangerie familiale et l'appel du grand large, Marius, un jeune homme en quête de sens, vacille entre son amour pour Fanny et son désir d'ailleurs. Il cherche à s'émanciper, à échapper au destin familial qui semble tout tracé. Or, là où ça fait sens, c'est qu'au cœur de la pièce, la quête de liberté de Marius, évidemment, vient en écho à l'histoire même de cette création. Puisqu'en effet, Joël, metteur en scène là d'un texte qui n'est pas le sien, s'est engagé pendant près de 8 ans dans un travail en milieu carcéral et ça a profondément marqué son approche artistique. De 2014 à 2022, il a mené plusieurs ateliers de théâtre à la Maison centrale d'Arles, en corrélation d'ailleurs souvent avec la metteuse en scène Caroline Guielaine-Guyenne, dont on a présenté Lacrima cette saison. Et c'est là qu'est née une première version de Marius, adaptée de la pièce de Pagnol. Certains des comédiens qui participent aujourd'hui à la création ont découvert le théâtre au cours de ces ateliers. La première version du spectacle a d'ailleurs été présentée entre les murs de la Maison centrale d'Arles. Et depuis, ce spectacle a une vraie vie. On est très content de pouvoir vous le présenter. Alors, c'est une très longue série, donc on espère que vous serez vraiment nombreuses et nombreux, puis emmenez des amis pour découvrir ce travail qui est vraiment formidable, très loin évidemment des clichés provençaux, avec une adaptation qui prend racine dans la tension entre rêve de liberté et poids du quotidien. Joël a un peu réécrit, adapté à la manière d'un conte le livre de la pièce de Pagnol. Et il nous confronte à des questions essentielles qui résonnent évidemment d'une étrange manière par rapport aux interprètes. C'est comment réussir sa vie? L'amour est-il possible? Est-ce qu'on peut céder au désir de fuite? Voilà. Donc je vous invite à venir nombreux et nombreuses pour découvrir ce très beau Marius de Joël Pomera sur ce plateau au mois de janvier. Israël et Mohamed. C'est un titre intéressant en ce moment. Évidemment, on y trouve la malice de Mohamed El-Khatib et là de son nouveau partenaire. Mohamed aime bien les duos, hein. Vous avez vu celui qu'il a fait avec Patrick Boucheron à l'occasion de Boule à neige par exemple. Donc là il va être avec l'incroyable, magnifique danseur de flamenco Israël Galvan. Ici on a pu découvrir au TNB donc les créations de Mohamed, Stadium, Gardien Parti, Boule à neige, La vie secrète des vieux cette saison. Et avec Israël et Mohamed, dans cette rencontre inattendue, ils vont travailler sur leurs points communs qui sont assez nombreux. Israël et Mohamed ont tous les deux baigné dans des traditions assez similaires. Ils ont cherché leur identité en travaillant en rapport singulier au corps et en luttant contre la peur de décevoir leur père. Alors tous deux vont revisiter leurs souvenirs d'enfance, leurs archives familiales, pour raconter comment ils ont appris à devenir artistes, souvent à contre-courant, évidemment, des attentes de leur père à l'un et à l'autre. Donc c'est une conversation entre gestes et paroles où ils vont interroger leur rapport à la tradition, à la transmission, à la création. Et c'est à la fois une double déclaration d'amour qu'ils vont adresser ici, à la fois à leur art, mais aussi à leurs parents. À notre place, un très beau texte d'Arne Ligre, mis en scène par Stéphane Braunschweig, qui sera une création résidence, page 50, pardon. C'est la dernière pièce de ce grand auteur norvégien, traduit en français depuis les années 2000, dont les textes ont notamment été mis en scène par Claude Régis, et Stéphane Braunschweig, ex-directeur du Théâtre national de l'Odéon, travaille pour la 6e fois avec cet auteur. C'est une pièce assez intrigante aussi, où on suit 3 femmes dont les vies vont être marquées par des relations complexes avec un fils, un frère et un père.
Elles ont l'habitude de se retrouver chez l'une d'elles, mais en accueillant son fils en difficulté, l'une va décider de lui céder son appartement et de vivre dans le sous-sol de la maison. Et c'est ce changement qui va bouleverser les relations entre les trois amies. La pièce explore les thèmes de l'amitié, de la famille, tout en montrant l'équilibre fragile entre dépendance et indépendance. C'est interprété par trois comédiennes magnifiques, Clotilde Mollet, Chloé Réjon et Cécile Coustillac. On avait présenté, je crois qu'il y a 2 ans, Comme tu me veux, de Pirandello, qu'avait mis en scène Stéphane. Marie Stuart, mis en scène par Chloé Dabert, création également, en page 53 de la brochure. Chloé a présenté au TNB Le Firmament, qui avait eu un grand succès ici, Girls and Boys, Iphigénie, avec à chaque fois une actrice formidable, Bénédicte Thierrouty. Dans Marie Stuart, Chloé Dabert va s'emparer d'un des grands drames historiques du théâtre allemand, écrit par Friedrich Schiller en 1800, poète, écrivain, auteur de pièces de théâtre. C'est un des auteurs classiques les plus reconnus de la langue allemande. On connaît les Brigands, dont Carlos, Guillaume Tell, mais c'était aussi un philosophe et un historien. Et justement, il s'inspire ici de faits réels pour composer un duel fictionnel entre 2 femmes de pouvoir, Marie Stuart, reine d'Écosse emprisonnée, et sa cousine Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, 2 souveraines, 2 visions du pouvoir, 2 destins suspendus entre stratégie politique, foi religieuse et conflits intimes. Voilà, c'est un thriller politique, familial, tendu, où les jeux de pouvoir prennent la forme d'une guerre psychologique sans merci. Et derrière le destin de ces 2 figures féminines, Schiller déploie et donne à voir la mécanique du pouvoir. Ça devrait être un spectacle très intense et très fascinant de Chloé Dabert. Marie Stuart. Théâtre toujours, une autre metteuse en scène que vous allez voir pour le coup pour la première fois au TNB. On va vous faire découvrir le travail de Myriam Müller avec Ivanov de Tchekhov, dont je crois on a un petit extrait très court à vous proposer. Syömessä murhemusta, kaipaat sä lohdutusta, vaan löydä et, vaikkain etsine. Voilà, très court. Le travail de Myriam Müller, c'est aussi un travail qui fait se rencontrer le théâtre, mais aussi la musique, la danse. Et puis un rapport comme ça immersif avec le public. Elle invente des dispositifs scéniques qui permettent d'être au plus proche de l'action. En l'occurrence là, le spectateur est au cœur du salon d'Ivanov dans un dispositif quadrifrontal où vous êtes au milieu des canapés, des tapis. Donc il y a un groupe sur scène aussi, un groupe live qui joue sur scène pour raconter cette très belle pièce, pas si connue que ça finalement, de Tchekhov, Ivanov, qui dépeint un personnage qui approche de la quarantaine et se rend compte de l'échec de sa vie. Alors on dit comme ça, mais voilà, il y a moyen d'en faire un théâtre tout à fait exaltant, avec une pièce qui fait quand même écho à des tourments, on va dire, contemporains, malgré les siècles qui nous séparent de son écriture. Là, elle va se baser sur une première version du texte de Tchekhov, qui était plus comique et radical, une œuvre de jeunesse d'ailleurs de Tchekhov qui avait provoqué un scandale à l'époque, et justement avec cette première version, et ensuite il va le modifier et ça fera le Ivanov qu'on connaît. Donc c'est intéressant aussi de découvrir cette première version d'Ivanov. Voilà un peu pour le théâtre. Alors bon, j'aime pas trop séparer les disciplines, mais disons en gros des choses qui ont à voir avec le théâtre avant de se pencher un petit peu sur ce qui est plus de l'ordre de la danse, du cirque, de la performance. En commençant par How in Saul's Desert is it possible to blossom de Robin Orlin, page 43. Avillard, figure majeure de la scène chorégraphique internationale, dont l'œuvre mêle danse, texte, vidéo, art plastique, théâtre, et qui interroge depuis ses premières œuvres les réalités sociales et politiques de son pays, l'Afrique du Sud. On l'a accueilli à plusieurs reprises au TNB, et on est très content de vous faire découvrir cette nouvelle création qu'on peut traduire par « Comment peut-on fleurir dans un désert de sel ?» Et pour cette question vient du travail qu'elle a fait pour ce spectacle avec une compagnie implantée à Okiep, dans la province du Cap-Nord,
une compagnie qui s'appelle Garage Dance, et qui est justement une compagnie implantée dans ce lieu abandonné de l'Afrique du Sud, où il n'y a que du sel, en fait. C'est un lieu très aride, très difficile, et qui, de par son isolement ou de par la présence, comme on dit, native, indigène là-bas, est confronté à toutes les grandes questions qui traversent la société contemporaine en Afrique du Sud. Sur scène, c'est des danseurs, musiciens, etc., avec qui elle travaille pour retracer l'impact de la colonisation néerlandaise, des violences sexistes, du déni de culture, en explorant ce qui reste aujourd'hui de ces blessures. Et donc avec la danse et avec les interprètes ou les compagnies avec lesquelles elle travaille, Robin Orlin essaie d'ouvrir un espace de dialogue et de guérison où fait récit sans assigner, comprendre sans accuser, comment peut-on créer de la joie sans oublier la cruauté. Après-midi d'un Feun, donc on en a un petit peu parlé, on a parlé de cette trilogie du vent de Fia Ménard, avec 20 représentations, dont 10 scolaires, de l'après-midi d'un Feun, qu'on avait déjà accueilli en 19, et c'est une nouvelle version, parce que, comme Fia, nous sommes convaincus de l'importance de faire revivre des pièces du répertoire et d'inviter d'autres spectateurs à redécouvrir une pièce qui, en l'occurrence là, est vraiment une pièce magique, un conte chorégraphique et visuel qui se joue sur la musique de Debussy, où le faune devient le feun, c'est-à-dire le vent chaud et puissant. Et sous les yeux des spectateurs, il y a un interprète silencieux, mystérieux, comme ça, qui va façonner, est-ce qu'on le voit, voilà, qui façonne à partir de sacs en plastique des petites marionnettes colorées, des petits êtres légers qui sont mis en mouvement avec un flux d'air contrôlé par des dispositifs de ventilateurs. C'est vraiment magique. C'est très très beau. Ça avait été créé pour la Fête des Sciences, une commande pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, où un objet, on va dire, polluant, l'espèce de monstre que la société de consommation a produit, devient, pendant quelques minutes, un personnage poétique, et où le vent est partenaire de jeu qui va redonner vie à la matière. Voilà pour l'après-midi d'un Feun. Cirque, danse ou théâtre, on ne sait pas très bien où placer cette compagnie, c'est tant mieux. Compagnie Barrault d'Evel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, pour un spectacle qui s'appelle Qui sommes ? C'est une compagnie franco-catalane, fondée par Camille de Courtille et Blai Mateu Trias, qui décloisonne les disciplines, quelque part entre Tati, Keaton, Sisyphe et Pina Bausch. Ils créent des gestes très très beaux pour répondre à l'absurdité du monde, et ils ont réinventé le cirque depuis plus de 20 ans. Ils tournent partout dans le monde entier. C'est vraiment une des très grandes compagnies aujourd'hui. Ils travaillent aussi à partir de la matière. Ils inventent à partir d'objets. Enfin, c'est formidable. Qui sommes ? C'est du catalan, qui se traduit par qui sommes-nous ? Tandis que notre monde semble perdre son humanité, Barrault d'Evel explore avec grâce, inventivité, humour des tentatives de réponse en réunissant 13 interprètes qui sont clowns, acrobates, danseurs, musiciens, tous traversés par la nécessité d'inventer des rituels et de faire groupe. Donc ce spectacle, au-delà d'un spectacle, c'est un monde en soi, c'est un univers qui est en perpétuelle transformation, où la matière, que ce soit la terre, la céramique, le plastique, devient partenaire de jeu à part entière. Ça a été un des gros succès du dernier festival d'Avignon. Et je suis très heureux qu'on puisse vous présenter ce très beau spectacle en accueillant pour la première fois Qui sommes Barrault d'Evel au TNB en mars. Page 52, je vous propose de découvrir Ultimo Eleccio, le nouveau spectacle du duo Nina Lenné-François Chéniaud, auquel s'adjoint là Nadia Larcher. Nina Lenné est plasticienne, photographe, réalisatrice, musicienne, chercheuse et créatrice d'un label musical spécialisé en musique ancienne. Et François Chéniaud, lui, est un des danseurs chorégraphes les plus intéressants aujourd'hui, qu'on a vu chez Charmatz, Emmanuel Wynne, Buffard, qui a fait des collaborations très marquantes avec Cecilia Bengoela, et puis que vous avez peut-être vu ici dans Vinci Park avec Théo Mercier. Artistes aux talents multiples, ils ont en commun un vif intérêt pour l'histoire de la musique et des traditions. Et dans ce spectacle, leur seconde collaboration, ils explorent un patrimoine méconnu qui est celui du folklore argentin. Ils se fondent notamment sur la redécouverte de partitions du XVIIe siècle qui, sous la conduite de jésuites missionnaires, font la synthèse entre la musique baroque espagnole et les traditions andines précolombiennes. Aujourd'hui encore, cette mémoire musicale inspire des pratiques contemporaines, et c'est pourquoi ils se sont associés à Nadia Larcher, chanteuse,
compositrice extrêmement connue à Buenos Aires et qui sera également danseuse sur le spectacle. Et ensemble, ils ont conçu ce travail entre érudition et invention qui mêle à part égale musique et danse, passé et présent, accompagné de 8 instrumentistes de musique ancienne et folklorique. J'en arrive justement aux 2 rendez-vous musique qu'on va vous proposer. D'une part, avec Olivier Mélano, compositeur, improvisateur, guitariste dans de nombreux groupes, qui a travaillé sur des projets pop-rock, des compositions symphoniques, électriques, baroques, qui a présenté Noland au TNB, Nova Oratorio, Rodko Untitled. Ce travail se fera à l'occasion d'un hommage cinématographique à David Lynch pendant le festival Travelling, accueilli au TNB, avec une plongée dans l'univers musical du cinéaste, un concert qui va traverser 50 ans d'une filmographie fascinante, indissociable de la musique, où juste quelques notes suffisent parfois à faire renaître des scènes de ces films cultes. Et puis Kerenan, artiste associé, le 7 mai dans cette salle, qu'on va accueillir à nouveau. Elle a beaucoup travaillé au TNB sur différents projets. On a fait un opéra ensemble, Red Waters, qu'on a présenté en 22 à l'Opéra de Rennes. Et puis ces versions concert avec l'Orchestre National de Bretagne, la version qu'elle a fait avec, j'ai oublié, le Quatuor de Bussy, qu'elle a présenté aussi ici. Voilà, je ne présente pas trop Kerenan, son travail avec Henri Salvador, évidemment, qu'il a révélé au début des années 2000. Et puis après, ses collaborations avec Avishai Cohen de Roots, nommé 3 fois Victoire de la musique. Voilà. Donc Kerenan avait envie de revenir pour cette saison pour une soirée exceptionnelle autour de son nouvel album, Paris Amour, au croisement de la chanson, de la performance, dans la continuité de son parcours avec nous ici. J'en arrive au 2e temps fort de la saison, qui est au mois de mai, le festival Transforme, qu'on fait avec la Fondation d'entreprise Hermès. C'est un moment qu'on a au mois de mai, comme ça, un concentré de plusieurs créations qu'on peut faire avec Hermès parce que ça nous permet de soutenir davantage d'artistes et de faire vivre pleinement notre mission de maison de création. Et en lien avec Hermès, comme ça, on accompagne, on va produire et pouvoir coproduire des projets que peut-être on ne pourrait pas faire sans ça, qui sont un temps très particulier dans la saison, d'artistes qu'on va découvrir avec des formes toujours étonnantes. Alors les 2 dernières éditions cette année et l'année passée ont été un grand succès à la fois artistique et public. Donc je vous remercie d'avoir été assez curieux pour découvrir les projets qu'on peut développer dans le cadre de Transform. Il y a eu à la fois la bulle UMA-A conçue et activée par Olivier Granville, place du Parlement et la Plaine de Beau. Il y a eu par exemple le Bérénice de Romeo Castellucci avec Isabelle Huppert il y a quelques semaines ici. C'est un festival qui a su trouver sa place et qui est devenu un rendez-vous incontournable de la saison. Voilà, la 3e édition se tiendra du 20 mai au 5 juin. Un festival qui s'annonce très prometteur. Rapidement, Je suis une montagne d'Eric Arnald Burtsky, une expérience immersive et sensorielle entre montagne et cosmos. On avait découvert son travail dans le Festival 24 avec Deep Are the Woods, avec ce jeu avec la lumière. Le radio live porté par Aurélie Charon et Amélie Bonin, avec les récits intimes et les histoires collectives dans les zones de conflit, dans un dispositif qui mêle témoignages, musique live et dessin. Entre vos mains de Marc Lenné, qui est une enquête artistique avec une exposition posthume fictionnelle. En fanfare de Tatiana, dont on a parlé tout à l'heure, et qui s'inscrit dans ce festival Transform. Delirious Night, l'incroyable spectacle de Mette Ingvarsten, qui est une fête chorégraphique explosive, une transe, voilà, où la nuit devient acte politique. Et enfin, un très beau travail d'une belle artiste, Inbal Benhaim, qui fait du cirque et à partir de la matière, qui fait de la... On n'a pas le droit de le dire sur les plateaux de théâtre, tant pis, qui fait de la corde. Et des fois des cordes en papier qui travaillent sur vraiment la fragilité de la matière, sur ce risque-là, avec cette nouvelle création pour raconter la fragilité et la beauté de ce qui peut se transformer. Je vous laisse regarder quelques images de Transform sur lesquelles on reviendra en cours de saison.
Voilà, c'est une édition qui promet. Je vous remercie de votre patience, on arrive presque au bout. Comme je voudrais vous parler aussi de la présence de Patrick Boucheron, puisqu'on a la chance quand même d'avoir cet historien associé depuis maintenant 8 saisons, je crois. Donc c'est 6, 7, voire 8 rendez-vous chaque année. Vous êtes toujours très nombreux à venir. Et donc voilà, à partir d'octobre, l'ouverture du nouveau cycle avec 6 rencontres. Un site qui fait dialoguer histoire, pensée contemporaine et création artistique. En écho au spectacle de la saison et à l'actualité, Patrick Boucheron convie à ses côtés des invités universitaires, penseurs, artistes pour imaginer ensemble ces moments de partage et de réflexion. Donc on a ce premier rendez-vous dans le cadre du festival autour de la peste. Et puis il y aura par ailleurs les rendez-vous Rencontrer l'histoire. Enfin, je vous rappelle que pendant le confinement, si peut-être vous en souvenez, on avait lancé des enregistrements de 60 dates de l'histoire mondiale de la France, le livre qu'il avait coordonné. C'était un podcast qui avait réuni à l'époque plus de 40 000 écoutes pendant le premier confinement. Et là, on les a remis en ligne. Donc vous pouvez, en allant soit sur la page YouTube du TNB, soit sur la page magazine sur le site du TNB, soit sur la première page du site du TNB, vous pouvez trouver ces podcasts de l'histoire mondiale de la France, 60 dates, lus avec des proches du TNB à ce moment-là, avec qui on travaillait, qui étaient un peu condamnés comme tout le monde à rester à la maison. Denis Podalides, Jeanne Balibar, Laurent Poitronneau, Marie-Sophie Dan, Lou Doyon, Lina Coudry, Tania de Montaigne, Marianne Medeiros, Isabelle Huppert, Wajdi Mouawad, Rebecca Zlotowski. Voilà, plein de gens avaient participé à ces podcasts. Donc, vous pouvez les retrouver depuis quelques semaines. On les a remis en ligne et c'est assez passionnant de les entendre aujourd'hui. Le cinéma du TNB, enfin. Le TNB, le seul centre dramatique national à disposer de son propre cinéma, qui a réuni la saison passée près de 90 000 spectateurs, ce qui est quand même formidable. Classé arts et essais, labellisé jeune public, patrimoine, recherche, il propose une programmation exigeante diversifiée. On essaie de défendre des cinématographies peu visibles en accompagnant les grandes sorties. Et la saison prochaine, nous mettrons l'accent sur la transmission, la rencontre et l'échange. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place pour les jeunes cinéphiles. Venez avec vos enfants et petits-enfants. Ciné-club porté par les ambassadeurs et ambassadrices, accompagnés par les équipes du cinéma. En lien avec la saison, des focus vont être consacrés l'année prochaine à Patrice Chéreau, Ludivine Sagné, Vima Laponce, Catastrophe, Marcel Pagnol, avec une rétrospective Pagnol, et Alice Birch. Des temps forts tout au long de l'année, en lien avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux, le festival Court-Métrange, Travelling, les Caméras Rebelles, le festival Télérama, le festival national du film d'animation. Voilà. Et puis je vous invite à plein de moments de rencontre faits autour du cinéma qui sont assez amusants, les avant-premières surprises, les soirées pyjama pour les ados et les ciné-quiz qui ont un grand succès, qui sont des soirées formidables. Il y a aussi les soirées psychanalyse, jeux vidéo, expérimentation visuelle. Voilà, je vous laisserai un peu découvrir tout ça dans la plaquette et l'équipe cinéma est à votre disposition pour vous en dire plus. Voilà. Alors vous qui êtes ici ce soir, vous le savez, l'expérience du spectacle vivant va au-delà de la représentation et du moment de la représentation. Alors parfois c'est une expérience solitaire, il y en a qui aiment bien venir tout seul et puis il y en a d'autres qui viennent avec des amis. On aime ce moment de retrouvailles, de discussion et c'est aussi pour cela que le bar est ouvert avant et après les spectacles. C'est aussi le plaisir de rencontrer les artistes, de pratiquer soi-même. Il y a beaucoup d'ateliers amateurs qui vous sont proposés, des rencontres, etc. Donc, vous pouvez regarder un peu tout ça dans la plaquette. Tout au long de la saison, on vous donne rendez-vous pour prolonger cette expérience-là de spectateurs, des temps d'échange après les spectacles, les ateliers parents-enfants, le babysitting pour les enfants aussi, on fait ça. Pendant que vous allez voir les spectacles. Le Club des Curieux, les visites des coulisses, les répétitions ouvertes, les masterclass, voilà, autant d'invitations pour explorer autrement les propositions artistiques que nous avons dans la saison. Cette année, encore de nouveaux formats qui vont vous être proposés. Rencontrer le théâtre avec la chercheuse Leïla Adam qui va vous inviter à parcourir l'œuvre de 2 grands metteurs en scène, Patrice Chéreau et Joël Pomera. Enfin, Rebond, 2 enseignantes chercheuses de l'Université de Rennes 2 vont poser un regard original et sensible sur les spectacles de la saison, faisant dialoguer la scène avec les sciences humaines. Et puis, pause théâtre, les impromptus, les rencontres du jeudi. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent s'impliquer plus encore, n'hésitez pas à devenir ambassadeur et ambassadrice
du TNB pour faire circuler, relayer les spectacles auprès de votre entourage et tisser de nouveaux liens avec nous. Et pour ça, l'équipe des relations publiques est évidemment disponible. Voilà, cette équipe vous attend aussi au bar. Donc vous allez voir des gens avec des badges. N'hésitez surtout pas à leur dire bonsoir et puis à en profiter pour poser quelques questions sur la saison si vous en avez, puis tout ce qui est un peu plus concret, technique, que j'ai pas envie de développer là, qui sont les questions de billetterie, d'abonnement, de carte TNB, etc. Moi, je voulais juste vous présenter les artistes, vous raconter un petit peu cette saison, vous dire qu'on a hâte de vous retrouver dès le mois de septembre dans cette salle et vous inviter maintenant à boire un verre. Et merci de votre patience et merci à tous les artistes de la saison. Bravo, merci.